J'avoue que je pensais que ça irait plus vite sur tous les sujets de tokenisation, par exemple, mais je pense que j'avais pas encore compris que pour qu'il y ait de la tokenisation à très large échelle, il fallait qu'il y ait une adoption. Et effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait de la self-custody. Tout le monde garde ses clés. Alors, l'argument d'ailleurs que j'avais entendu une fois par Christine Lagarde, qui était de dire il y a des garanties plus solides derrière cet euro de banque centrale. En fait, je trouve assez inquiétant, moi, pour le citoyen, parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'on a des garanties pas si solides pour le reste derrière l'euro commercial. Claire Balva, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Ravi de t'avoir à nouveau pour la 3e fois sur la chaîne, t'es une habituée maintenant. Merci de me recevoir. Ça fait à peu près 1 an que tu passais sur Grand Angle Crypto. À l'époque, tu nous disais que tu quittais KPMG, Blockchain Partner, que tu voulais te remettre les mains dans le cambouis, revenir un peu à la tech, aux fondamentaux. Raconte-nous alors un petit peu comment s'est passée cette période et puis qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment tout particulièrement? Oui, alors c'est vrai que c'était un gros moment de ma vie, le moment où je suis partie, parce que ça faisait quand même plus de 7 ans que j'étais dans le même job, même s'il y a eu plein de phases différentes. Donc déjà, j'ai pris une pause de quelques semaines, quelques mois, ça m'a fait du bien. Et après, j'ai monté une activité d'expertise en tant qu'indépendante, donc similaire à ce que je faisais avant, même si dans les dernières années, j'étais beaucoup plus dans du management que vraiment les mains dans le cambouis, dans l'expertise. Donc ce que je fais, c'est que je travaille toujours pour des entreprises, pour des grands comptes. Je fais de l'expertise en solo cette fois. Donc quand je dis expertise, c'est finalement assez généraliste sur la crypto et le Web3. Je pense que mon positionnement, c'est d'avoir une vision assez large en fait des enjeux à la fois techniques, juridiques, business que peuvent affronter les entreprises. Donc je bosse surtout pour des grosses boîtes, mais aussi parfois pour des petits projets ou des PME. Pas tellement pour des pure players crypto, mais plutôt pour des boîtes hors crypto qui ont envie d'aller sur ces sujets. D'acculturation, enfin encore, ça revient. Est-ce que c'est un peu répétitif ou tu sens qu'il y a une évolution dans, par exemple, les talks et les conférences et les sujets qu'on te demande d'aborder dans ces grosses sociétés? Est-ce que tu as l'impression de dire, bon, depuis 2019, 2020, enfin, est-ce que c'est toujours répétitif, je dois expliquer Bitcoin, ou là on est à un cap au-dessus, ok, je vais aider à mettre en place Lightning, je vais leur expliquer les L2, ce genre de choses. Alors ça a évolué. Moi j'ai toujours une petite activité d'acculturation, même si c'est pas l'essentiel de ce que je fais. Ça a quand même beaucoup bougé déjà dans la sémantique, parce que quand j'ai commencé, on parlait que de blockchain, on parlait très peu de crypto. Maintenant on parle vraiment de crypto, et c'est vrai qu'on peut aller un peu plus loin. Et on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller comprendre aussi ce que sont par exemple les nouveaux métiers dans la crypto. De se dire ok, il y a des mineurs, il y a des validateurs, il y a des plateformes d'échange, il y a des boîtes qui font de la donnée dans la crypto. Donc ça c'est quand même assez nouveau, c'est là depuis 1 an, 2 ans. Alors je n'ai pas encore de prestat pour aider à mettre en place Lightning. En fait, la vérité c'est que mes clients ils travaillent encore assez peu sur Bitcoin. Alors certains se posent la question de mettre en place des paiements crypto dont Bitcoin, mais en réalité la plupart vont travailler sur Ethereum, sur Polygon pour faire de la tokenisation, des NFT, des choses comme ça. Il y a vraiment que dans le secteur financier où certains se posent la question, notamment dans la gestion d'actifs. Plutôt dans le placement que dans l'utilisation. Exactement, dans le placement et pas encore vraiment dans l'utilisation. Parce que tu as encore l'aspect tabou, genre par exemple la narrative écologique ou blanchiment d'argent, ce genre de choses. Tu l'as encore? En fait, c'est plus un sujet de politique interne, je trouve, et notamment depuis l'affaire FTX, qui a vraiment donné du grain à moudre à tous ceux qui étaient anti-crypto dans ces entreprises-là. Ça reste difficile de dire on veut investir dans Bitcoin ou permettre à nos clients d'investir dans Bitcoin. Alors il y en a certains qui poussent là-dessus, notamment dans la gestion de grandes fortunes par exemple, ou de la gestion de patrimoine, parce qu'il y a une demande commerciale. Mais finalement, en haut de ces entreprises, les gens sont très frileux parce que les régulateurs n'aiment toujours pas Bitcoin. Les signaux politiques sur Bitcoin sont pas terribles. On est en plus en bear market, donc avec des cours qui sont pas non plus beau fixes et qui font que la demande commerciale, même si elle est là, elle est pas non plus incroyable. Donc moi je pense que pour avoir en Europe des grandes banques qui vont proposer des services sur Bitcoin par exemple, faudrait attendre que les cours remontent et qu'on ait une demande commerciale de nouveau. Pourtant aujourd'hui, donc on tourne le 19 juillet, l'annonce que la Société Générale Forge est la première entité française à être agréée PSAN. Bien sûr, mais ça veut pas dire qu'ils vont distribuer du Bitcoin. Ok, non mais c'est quand même est-ce que c'est un signal fort de positionnement, vraiment ils avancent de plus en plus dans. Oui, alors non mais c'est évidemment que c'est un signal fort. C'est un signal fort, je pense, à la fois pour Société Générale qui continue à se positionner sur ce sujet. C'est un signal fort aussi pour le régulateur qui montre qu'ils sont capables de délivrer des agréments. Bon, ils les délivrent à des banques, mais ils sont quand même capables de délivrer combien de délais, combien de temps, enfin, c'est peut-être des années de procédure ou...
Je sais pas combien de temps il y a eu de procédure, mais ça m'étonnerait que ça se soit fait en 2 mois. Forcément, c'est quand même très long. Les enregistrements, ça pouvait mettre 3 mois, 6 mois, donc les agréments probablement aussi. Mais c'est intéressant que le premier agrément soit allé à une banque. Je pense aussi que c'est un signal, tu vois, en termes d'image, ça veut dire quelque chose que ça soit pas un pure player qui ait cet agrément en premier. Après, peut-être que Forge y était pris de manière pragmatique il y a longtemps, mais je trouve qu'en termes de signal et de symbole, ça veut dire quelque chose. Ouais, je suis partagé. Je te rejoins là-dessus et on en reparlera sûrement. C'est ce qui se passe un peu aux États-Unis en ce moment, mais on peut pas. Je pense lutter contre une structure comme la Société Générale qui a des décennies d'expérience en gouvernance, en gestion des risques, etc. Et c'est sûr qu'ils ont l'habitude, genre de demande à l'AMF, ils l'ont fait maintes et maintes fois. C'est un peu comme l'application ETF de BlackRock. On pense tous que c'est celle qui a le plus de chances d'aboutir parce que c'est une des structures qui est avec la notoriété et la réputation la plus propre de la place. Oui, mais c'est sûr que pour avoir un agrément, il faut de toute façon avoir une taille critique, il faut avoir des moyens. Et donc, c'est vrai qu'il y a un tout petit PSAN qui est une petite entreprise de 5 personnes qui n'a pas forcément l'argent pour payer un gros cabinet d'avocats. Ça va être plus compliqué pour eux que pour Société Générale. Donc, finalement, c'est pas si étonnant que ça soit quand même un gros acteur qui obtienne cet agrément. Mais... Ça aurait pu être un pure player ou une grosse plateforme d'échange, même étrangère. La différence principale, est-ce que tu peux nous rappeler entre enregistrement et agrément, vraiment le petit stack on the top pour l'agrément, qu'est-ce qu'il faut? C'est même un assez gros stack. C'est un gros stack. En fait, l'enregistrement, si tu veux, le cœur du truc, c'est vraiment la lutte contre le blanchiment. Donc, c'est ce qui va obliger à faire tout le KYC des clients et à déclarer des transactions, des flux qui peuvent être suspects. Dans l'agrément, tu as plein d'exigences supplémentaires, notamment des exigences de fonds propres, des exigences en matière de cybersécurité. Donc ça demande en fait beaucoup plus d'investissement. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même être un acteur d'une certaine taille et avoir les reins solides financièrement pour aller chercher cet agrément. Quand tu disais que les régulateurs sont encore relativement sceptiques ou contre Bitcoin et les cryptos, ça tu parlais de l'Europe ou tu parlais de manière générale? Parce que qu'aux États-Unis, par exemple, c'était plutôt bullish pour Bitcoin, cet aspect matière première numérique, ça rentre pas dans les catégories de la SEC. Alors aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez différent parce que finalement, du fait de cette différence entre securities et commodities, Bitcoin se retrouve favorisé par rapport à d'autres cryptos. Mon sentiment, c'est quand même qu'en Europe et dont en France, Bitcoin est moins bien vu du fait de la proof of work, la preuve de travail, qui est moins bien vu que le proof of stake sur des considérations écologiques, vraies ou fausses, c'est pas le débat, et du projet politique qui plaît moins, je pense, que des projets comme Ethereum ou d'autres qui finalement se veulent politiquement plus agnostiques, plus business oriented, comme on dit. Et donc il y a une méfiance, je pense, des institutions en général. Je disais régulateurs, mais c'est peut-être restrictif. Je pense que quand on va regarder dans les institutions ce que les gens pensent de Bitcoin, ils sont un peu plus frileux, tu vois, alors que finalement quand on leur parle de tokenisation, de projets de NFT, ils sont beaucoup plus curieux. Et de monnaie numérique de banque centrale qui arrivent maintenant éventuellement sur de l'Ethereum, etc. Est-ce que tu penses que l'arrivée de BlackRock, enfin le tampon BlackRock, et que BlackRock se positionne, qu'un acteur comme celui-ci se positionne sur Bitcoin, va changer un peu les mentalités? Il y a même sur Twitter, ça commence à arriver, une couverture médiatique des gros médias américains qui apparemment commencerait à changer. Alors pour moi, ça va pas changer les mentalités. Ça va peut-être motiver certaines personnes au sein d'institutions financières, de banques notamment, qui vont se dire « Ah, mais peut-être qu'il y a vraiment un marché finalement et peut-être qu'on peut aller suivre ça ». Donc ça va recréer peut-être un intérêt business qui a été un peu perdu en bear market. En revanche, pour moi, ça va pas du tout changer des mentalités politiques plutôt conservatrices en haut de nos institutions, pour qui finalement le fait que des acteurs financiers comme BlackRock, qui sont d'ailleurs pas bien vus partout, le fait que ces acteurs-là se positionnent sur Bitcoin, finalement pour eux ça n'apporte pas de la beauté à Bitcoin, tu vois, du tout. Finalement, ça met le Bitcoin à la finance traditionnelle, mais c'est pas forcément des acteurs qui portent dans leur cœur les acteurs financiers non plus. Et ça rejoint ce que tu as écrit récemment dans un article The Big Whale, où est-ce que la gauche, en fait, la gauche est aujourd'hui anti-Bitcoin, ou en tout cas, le Bitcoin devrait être saisi par la gauche pour entreprendre un certain nombre de combats, et ça va encore un peu plus dans la narrative
capitalisme, l'incarnation de la finance, etc. Genre qu'un BlackRock maintenant se positionne sur Bitcoin, ça fait pas les affaires du projet, si je puis dire. Bah, ça dépend quel est ton projet, mais non, mais dans le sens, en tout cas, de toutes des camps, des personnes qui se réclament de gauche. Ouais. C'est assez compliqué pour eux maintenant d'aller dans ce sens-là et de dire Bitcoin est bénéfique. C'est sûr que si tu veux convaincre quelqu'un de gauche que Bitcoin est intéressant en lui disant mais regarde BlackRock fait son ETF, c'est pas évident. Ça va pas marcher du tout. C'est pas évident. Donc c'est pas par là qu'il faut prendre le sujet, mais c'est pas parce que le capitalisme en général se saisit d'un sujet comme il fait avec tous les sujets que ce sujet n'est pas intéressant pour autant et qu'on peut pas en faire un projet politique qui soit intéressant, en l'occurrence pour la gauche. Donc oui, moi c'est pour ça que j'ai écrit ça et j'étais hyper frustrée qu'il y ait rien finalement dans l'espace crypto, même dans l'espace médiatique, qui essaye de dire, tu vois, de poser un peu noir sur blanc pourquoi Bitcoin pourrait être intéressant, même quand on est politiquement positionné à gauche. Et donc j'ai écrit quelque chose qui était relativement court, mais il faudrait écrire un bouquin. On a le temps, on a 3 heures. Mais du coup, pour toi, pourquoi Bitcoin n'est pas, vous l'aviez touché du doigt avec Richard la dernière fois, pourquoi Bitcoin n'est pas fondamentalement de droite, libertarien, anti-État, etc. Est-ce que Bitcoin est aussi de gauche et porte des valeurs de gauche? Alors, et en plus, droite-gauche, c'est un débat sur la sémantique, etc. Si on veut être rigoureux dans ce débat, il faudrait déjà définir ce que c'est que la droite, ce que c'est que la gauche. En plus, à gauche, tu as différents courants. Donc, tout à fait. Donc, c'est très compliqué de démêler tout ça. En fait, pour moi Bitcoin, c'est d'abord un outil, je dirais, anti-système ou anti-norme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un projet, où tu as un besoin qui sort des normes, qui sort du système, Bitcoin va t'assurer la possibilité de pouvoir faire des transactions même si elles sont interdites par ton système financier. Tu vois, c'est ce qu'on voit en Afghanistan, c'est ce qu'on voit dans des pays totalitaires. Et donc ça, c'est un projet politique que je trouve hyper intéressant. Maintenant, évidemment, que ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a des gens qui ont des projets qui seront aux antipodes du tien, qui vont pouvoir faire ça aussi avec Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, Bitcoin apporte... Enfin, c'est un projet qui, finalement, porte la neutralité, tu vois, au top niveau, quelque part, parce que tout le monde peut s'en servir, même quand tu as un système normatif qui est très fort et qui t'interdit certaines choses. Alors, évidemment que c'est super compliqué, tu vois, si on imagine que demain tout le monde utilise du Bitcoin, il y a la traçabilité partout, Chainalysis connaît toutes les adresses, etc. Mais tu auras quand même cette possibilité technique d'avoir ton wallet, d'avoir des Bitcoins et de pouvoir faire des transactions en n'étant pas systématiquement surveillé, en n'étant pas censuré. Et ça, je trouve que c'est un outil démocratique très fort. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si on a des dérives totalitaires en France ou ailleurs, il y a une corde. T'as une sorte de backup, en fait. T'as une sorte de sauvegarde. Et ça, je trouve ça très rassurant, en fait. Et qu'on soit de droite ou de gauche, on devrait tous trouver ça très rassurant. Et ceux qui trouvent ça pas rassurant, en fait, ils ont des agendas politiques assez bizarres. Exactement. Et je me méfie beaucoup de ça parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui ont renoncé à la démocratie. Ouais, en tout cas à la liberté. Et c'est assez vicieux dans le sens où, et c'est toujours pour le bien commun. C'est-à-dire la plupart des personnes qui vont avoir ce genre de discours, c'est toujours, à mon avis en tout cas, pour la cause écologique, pour plus d'égalité, mais toujours en fait Oui, ou alors en diminuant la liberté de chacun. Oui, ou alors pour éviter, on va, je sais pas, demain censurer des comptes en banque parce que ton gamin a participé à une émeute, ou on va censurer des comptes en banque parce que t'es pas, j'en sais rien, de la bonne communauté, de la bonne religion. Enfin, tu vois, les dérives sont possibles des deux côtés. Hein. C'est pas essentiel dans le sens, il faut que Bitcoin existe pour pouvoir contrer un jour des monnaies numériques de banque centrale qui pourraient donner un pouvoir quasiment total au gouvernement. Oui, alors après, les monnaies numériques de banque centrale, tu vois, les projets sont annoncés, mais elles sont pas encore là non plus. Et tu vois, moi, quand je vois ce qui est annoncé avec Cash Plus, alors c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que jusqu'ici on avait très peu de détails, donc c'était la première fois qu'on. Est-ce que les détails sont rassurants? Enfin, les détails sont. C'est ce que tout le monde pensait. Oui. Non, je veux pas dire que c'est rassurant du tout, mais en tout cas c'est intéressant parce que on commence à dessiner un peu les intentions qu'a la BCE et la Banque de France et les autres banques nationales. Et on voit qu'il y a cette volonté quand même d'assurer une forme de souveraineté dans les systèmes de paiement, par exemple,
ce que moi j'avais pas forcément en tête avant et qui sont quand même des choses qui peuvent répondre à un besoin, en tout cas à un besoin politique de l'Europe. En revanche, pour le citoyen lambda, moi je vois pas ce que ça apporte. J'ai l'impression que ça résout un problème pour la BCE, mais pas du tout pour toi et moi au quotidien. Quoi. Ouais, parce que là, ils annonçaient Cash Plus, c'est-à-dire que tu aurais quoi, 1500 ou 2000 euros maximum J'ai entendu 3000, mais bon, ouais, c'est ça, quelques milliers d'euros en Cash Plus qui remplaceraient vraiment la monnaie liquide, qui serait distribuée par les banques commerciales. Et ensuite, t'aurais un wholesale MNBC au-dessus qui viendrait optimiser un petit peu la relation entre les banques commerciales et la banque centrale. Mais honnêtement, l'intérêt est nul. Enfin, ce qui est dit, c'est que tu pourras faire des transactions sans frais. Mais la réalité, c'est qu'il y a déjà des applications qui sont développées par des entreprises privées qui te permettent de faire des transactions sans frais. Donc, au quotidien, pourquoi tu irais télécharger le portefeuille de la banque centrale plutôt que Lydia ou PayPal ou je sais pas quoi d'autre. En fait, et l'argument d'ailleurs que j'avais entendu une fois par Christine Lagarde qui était de dire il y a des garanties plus solides derrière cet euro de banque centrale. En fait, je trouve assez inquiétant, moi, pour le citoyen, parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'on a des garanties pas si solides pour le reste derrière l'euro commercial. Et finalement, je trouve que c'est un argument qui serait beaucoup plus entendable, par exemple, aux États-Unis, où la réglementation financière est plus laxiste et où tu as des banques qui font faillite. Et où effectivement, pour le citoyen américain, tu te dis c'est peut-être pas mal d'avoir un euro de ma banque centrale, un dollar de ma banque centrale, parce que la monnaie dans mes banques commerciales, elle est moins garantie. En fait, en Europe, on a quand même une réglementation financière qui est bien stricte. Donc mes euros chez BNP ou au Crédit Agricole, normalement, je ne dois pas m'inquiéter pour ça. Et donc je ne comprends pas bien cet argument finalement de la garantie. Donc je me demande comment ils vont faire pour favoriser ils marchent sur une ligne extrêmement fine. Parce que trop court-circuiter les banques commerciales, c'est un jeu extrêmement dangereux, que ça soit à distribuer automatiquement du cash plus ou alors à dire vous détenez directement vos comptes chez nous, le château de cartes s'écroule en gros. Ils peuvent pas, c'est pour ça qu'ils limitent aussi à 3 000 € pour éviter l'afflux de dépôts, mais c'est intenable, et c'est ça que je comprends pas, le système européen comparé plutôt au système américain où tu aurais des entreprises, tu aurais une monnaie des banques commerciales, des entreprises privées et qui émettraient des stablecoins, des stablecoins privés comme le modèle à la Circle ou ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'aurais, à titre personnel, trouvé beaucoup plus intéressant politiquement parce qu'on aurait eu un système monétaire beaucoup plus ouvert. Ça me semble évident que les émissions de stablecoin soient régulées, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus pratique aussi d'avoir une forme d'infrastructure commune sur laquelle les pouvoirs publics d'ailleurs peuvent s'impliquer. Tu vois, c'est vrai qu'Ethereum aujourd'hui c'est maintenu par une communauté de développeurs, de geeks, de passionnés, etc. Mais en fait, si demain ça devient une infrastructure financière globale, la réalité, c'est que les États vont aussi avoir leurs unités, leurs agences spécialisées pour aller monitorer la gouvernance de ces protocoles-là. Donc j'aurais trouvé ça plus intéressant parce que là, je trouve qu'on a une sorte d'usine à gaz qui est en train d'arriver, avec des cryptos d'un côté où il y a déjà plein de protocoles différents, avec en plus des layers 2 par-ci par-là, avec des monnaies privées, des monnaies locales, des monnaies numériques de banque centrale, des systèmes de paiement qui en plus sont eux aussi assez complexes. Et donc on est vraiment en train de mettre des couches partout au point que notre économie des échanges financiers elle est super compliquée à appréhender quoi. Et c'est un cauchemar aujourd'hui même pour les entreprises privées de savoir comment gérer les paiements. Alors jusqu'ici elles faisaient confiance à leurs banques pour gérer tout ça, mais on est en train de se rendre compte que les banques vont pas proposer tous les services. Déjà sur la crypto elles le font pas, en tout cas pas encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, est-ce que demain si je suis, j'en sais rien, LVMH par exemple, est-ce que j'ai un compte à la banque centrale ? Est-ce que c'est ma banque commerciale qui s'en occupe ? Est-ce que je gère la crypto moi-même en self-custody ou pas ? En fait, toutes ces questions-là, elles sont en suspens elles aujourd'hui. Sont en suspens, bien sûr. Et par rapport à ça, ça m'amène à une des questions que je voulais te poser, parce que je t'ai rarement entendu t'exprimer sur ce sujet-là, mais en gros, c'est plutôt l'avenir des monnaies dettes. Alors, il y aurait un Yorick à mon micro actuellement, il aurait dit monnaie dette, c'est le mal incarné, il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Est-ce que ta position, quand tu parlais de système bancaire, monnaie, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir et évaluer dans le futur comme quelque chose qui cohabitera avec des monnaies comme Bitcoin éventuellement, ou monnaies, en tout cas crypto-actifs. Où est-ce que tu te positionnes là-dessus ? Alors, moi, je dirais que je suis assez pragmatique sur le sujet, c'est-à-dire que
avant de me dire c'est souhaitable ou pas souhaitable, j'ai tendance à me dire est-ce que c'est possible ou pas possible. Et je doute qu'on puisse, en tout cas à court terme ou même à moyen terme, se dire on arrête complètement la monnaie dette et on passe par exemple sur Bitcoin. À moins d'une catastrophe mondiale complète qui n'est sans doute pas souhaitable socialement. Et finalement, même si on veut éliminer la monnaie dette, je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable de le faire le plus rapidement possible, parce que les conséquences sociales d'éliminer la monnaie dette, elles sont monstrueuses. Et donc si d'aventure on se disait un changement est souhaitable, il faut le monitorer, il faut le contrôler aussi démocratiquement et se dire comment est-ce qu'on change. Et je pense pas qu'on ait envie, tu vois, même d'un point de vue démocratique, de se dire on change ça tout de suite, on ferme les banques centrales, on les force à mettre la clé sous la porte. Et puis il y a plus de, tu vois, il y a plus d'euros, il y a plus de dollars. En partant du postulat que c'est possible, est-ce que tu penses que c'est souhaitable? Est-ce que de revenir à, par exemple, l'objectif de certains bitcoiners, l'hyper-bitcoinisation, d'avoir Bitcoin comme monnaie globale, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Alors moi je pense que ce serait souhaitable si, tu vois, si j'en sais rien, je jouais aux Sims là et que je démarrais un nouveau monde sur une île déserte, je ferais ça. Hein, je créerais une monnaie globale. Et ça démarrerait comme ça. Mais la réalité c'est qu'on part pas de rien. Tu vois, on part d'un monde où tu as des richesses qui sont concentrées, on est dans un monde qui est inégalitaire. Et on essaye de compenser un peu les problèmes d'inégalité sur le court terme, les problèmes comme le Covid avec la monnaie dette. C'est pas forcément une bonne solution à long terme. Mais la vérité, c'est que c'est pas souhaitable de se dire on arrête ça complètement maintenant et on passe complètement à Bitcoin. Pour autant, si on démarrait un nouveau monde, ce serait peut-être ça qu'il faudrait faire. Mais voilà, on part pas de rien. Donc pour moi, il y a une question de gestion du changement presque là-dessus. Et tu vois, les banques centrales ont d'ailleurs un rôle à jouer là-dedans, je pense. Mais ça nécessite un changement de politique et de vision, quoi. Quand beaucoup de gens parlent de séparation de la monnaie et de l'État, et ça c'est Bitcoin qui viendrait éventuellement faire un trou dans ce mur impénétrable, est-ce que c'est pas plutôt la fin du monopole de l'État sur la monnaie? C'est-à-dire éventuellement il garderait, et il y aura toujours un euro, il y aura toujours un dollar, il y aura toujours des monnaies étatiques et des monnaies dettes, mais par contre il y a enfin une possibilité, comme tu disais, une porte de sortie qui vient rééquilibrer un peu ce monopole. Mais c'est comme, tu vois, je peux refaire le parallèle sur Internet et l'information. L'État aujourd'hui n'a plus du tout le monopole de l'information et des canaux de communication. Pour autant, on a encore des canaux d'information publics, mais il y a plein de nouveaux canaux d'information qui ne sont pas du tout publics, que ce soit sur Internet ou même des chaînes de télé privées, etc. Donc pour moi, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que tu auras forcément des monnaies qui seront une monnaie, je pense, qui sera gérée par l'État, peut-être plusieurs, on ne sait pas. Mais tu auras aussi des monnaies non gérées par l'État qui pourront être des monnaies privées, ou des communs comme Bitcoin ou comme d'autres protocoles. Est-ce que tu vois, ça fait presque 10 ans, je t'entendais sur un autre podcast, presque 10 ans dans l'écosystème crypto, presque 10. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais qu'on en serait là en 2023? Si tu regardes en arrière et tu te vois il y a 8 ans. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Oh, mieux, pire, comment? Non, alors c'est même pas ça. C'est que, si tu veux, si on est un peu honnête, quand moi je suis arrivée dans ce milieu-là, j'avais un niveau de maturité sur les sujets qui était infiniment plus bas qu'aujourd'hui, et c'est normal. Et donc moi, à l'époque, pour moi, je vais te dire un truc horrible, mais pour moi, Bitcoin était un cas d'usage de la blockchain, tu vois. Et donc j'imaginais pas du tout que je penserais ça déjà 8 ans plus tard. Et donc j'imaginais pas qu'on en serait là. Mais j'ai moi-même évolué aussi avec le secteur, avec les sujets. Je pense que il y a des choses où j'imaginais que ça irait peut-être plus vite. Le prix Non, pas du tout. Même si c'est vrai que je m'attendais un peu plus au dernier bull market, mais ça, j'étais pas là. C'est à la faute de FTX, ça. Non, j'avoue que je pensais que ça irait plus vite sur tous les sujets de tokenisation, par exemple. Mais je pense que je n'avais pas encore compris que pour qu'il y ait de la tokenisation à très large échelle, il fallait qu'il y ait une adoption des jetons de protocole en question. Donc, tu vois, c'est-à-dire en fait, tu peux faire de la tokenisation comme tu veux, mais en fait, si les gens n'utilisent pas de l'Ether, n'utilisent pas des stablecoins, ils comprennent pas, ils voient pas l'utilité. La réalité, c'est que ta tokenisation, elle va se faire en chambre, et que ceux qui vont prendre tout le business, ça va être les acteurs off et on-ramp, tous les acteurs du paiement qui vont faire la transition fiat-crypto.
faut déjà un niveau d'adoption relativement élevé. Exactement. Pour que ensuite tu aies déjà un wallet et que tu puisses recevoir tes assets tokenisés quelque part. Ou payer pour les transactions et ce genre de choses. Que tu comprennes qu'il faille payer des frais pour faire cet envoi, etc. etc. Ouais. Donc c'est pour ça, mais j'imaginais que la tokenisation serait peut-être plus adoptée aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que moi, j'avais pas en tête certains prérequis que j'ai compris qu'après. Et c'est quelque chose que tu pousses dans les entreprises, ça, de pousser pour la tokenisation? Parce que c'est vrai que non, c'est pas quelque chose. Pour toi, c'est éventuellement des forces, le potentiel le plus grand, un des plus grands pour par exemple transformer certaines entreprises, ce genre de choses. Alors oui, dans la finance, je pense qu'il y a un potentiel énorme. Tu vois, je pense que demain, clairement, moi, je vois bien toute la balance sheet du monde être tokenisée et fonctionner sur des infrastructures type Ethereum qui auront modernisé la finance. Je pense que ça va apporter plein de choses, des délais d'exécution beaucoup plus rapides, de l'automatisation, etc. C'est pas forcément ce que moi je trouve le plus intéressant. Alors déjà, à titre personnel, c'est pas forcément ce qui est le plus stimulant intellectuellement d'aller faire des obligations sur blockchain. Mais surtout, pour mes clients, j'ai l'impression que souvent ils veulent faire de la tokenisation parce que ils ont le budget innovation parce que c'est ce qui est politiquement acceptable dans leur entreprise, et donc finalement plutôt que d'aller chercher la demande commerciale par exemple en créant une offre de distribution crypto pour leurs clients ou en utilisant les cryptos comme moyen de paiement, ça c'est politiquement trop compliqué pour eux. On se rabat sur des sujets plus faciles à gérer comme de la tokenisation. Donc moi j'essaye aussi de leur faire comprendre que finalement la valeur elle est pas tellement là-dedans, mais elle est plutôt dans les vraies offres commerciales sur lesquelles il y a un besoin et sur lesquelles ils peuvent se positionner. Mais tu vois, ça c'est aussi du lobbying et c'est long. Et, au contraire de la tokenisation, est-ce qu'il y a quelque chose, une idée sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord dans la cryptosphère, et toi tu es fondamentalement opposé? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, il y a la pensée commune aujourd'hui dans la crypto? Et toi, tu penses, par exemple, j'aurais écouté ton interview avec Richard de la dernière fois, par exemple, l'apport au niveau écologique de Bitcoin, ce genre de choses où tu as l'impression que tout le monde va dans un sens et toi, tu vas dans l'autre. Où tu dis ça, c'est fondamentalement faux et il ne faut pas aller dans cette direction. Ouais, je trouve qu'il y a des... Alors, on est tous ensemble dans un secteur et donc c'est vrai qu'on s'habitue à entendre certains trucs. Exactement. Et je pense que pour autant, il ne faut pas mettre son esprit critique à la poubelle. Et c'est très facile de s'auto-convaincre de quelque chose parce que tout le monde autour de soi le raconte. Et donc, tu vois, typiquement sur les sujets Bitcoin et écologie, et d'ailleurs, c'est là où moi je ne suis pas 100% d'accord avec Alexandre qui passe à votre micro aussi souvent. Je trouve que c'est trop facile de dire que Bitcoin est une solution au problème écologique et n'est qu'une solution au problème écologique et va sauver la planète. Oh, Alexandre dit c'est une des solutions. Ça pourrait aider à la transition écologique. Oui, mais la vérité c'est que ça peut aussi causer des problèmes, tu vois. Et donc selon comment c'est fait, selon sur quelle source tu vas miner, selon comment Bitcoin évolue, ça peut être un problème ou ça peut être une solution. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi ça, c'est de savoir reconnaître quand c'est un problème et quand c'est une solution. Mais tu ne penses pas que les intérêts économiques et le système est designé pour que finalement, dans la situation actuelle, les mineurs tendent irrémédiablement à se connecter ou à des surplus ou à de l'énergie verte parce que ça sera la moins chère? En fait, ça dépend du marché de l'énergie. La réalité, c'est ça, c'est que si le marché de l'énergie est optimal et fonctionne bien, j'ai envie de te dire oui, mais la vérité, c'est qu'on ne maîtrise pas le marché de l'énergie. Et donc, en plus, moi, je suis pas spécialiste non plus du marché de l'énergie. Donc, il y a vraiment cette question de savoir si, effectivement, la source d'électricité la moins chère, ça sera le surplus ou le renouvelable. Et ça, moi, j'en suis pas certaine. Tu vois, Mais je vois pas comment ça peut ne pas l'être. Parce que nous, je te parle d'expérience, que on parcourt la planète à essayer de trouver des sites pour CleanSat Mining. Et fondamentalement, les sites les moins chers, c'est toujours ceux où il y a des surplus, c'est gâché. Littéralement, il n'y a personne d'autre pour venir acheter l'électricité, et donc du coup, le mineur se positionne. Oui, mais ça, évidemment que ça existe, et heureusement que ça existe. Mais la question, c'est est-ce que tous les mineurs vont aller sur ces sites-là? Est-ce que les mineurs qui vont aller sur des sites carbonés, parce qu'en fait, la réalité, c'est que des sites renouvelables ou les sites où il n'y a que du surplus,
ça court pas les rues non plus, tu vois. Enfin, moi, Tout à fait. c'est ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a, tu vois, t'en as pas à tous les coins de Tout rue à pour fait. éliminer. Exactement. Donc la réalité, c'est que t'as aussi des mineurs qui font de l'argent Ça sur dépendra des sites qui sont carbonés. Ça dépendra du prix du Bitcoin et Exactement. Et où ça peut être rentable ou pas rentable, mais ça peut aussi parfois être rentable. Et donc il y a cette vraie question de se dire, est-ce que finalement, quand tu mets tout bout à bout, tu vois, les sites carbonés, les sites non carbonés, est-ce que Bitcoin sera bénéfique ou pas bénéfique ? Et ça, je trouve qu'il y a personne qui l'aborde avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle parce que dans le secteur, on a des gens qui vont faire du minage, comme tu le dis, sur du surplus et qui du coup en ont marre d'ailleurs de se faire taper dessus sur leur image et qui du coup essayent de redorer aussi le blason du minage. De l'autre côté, on a des gens qui sont anti-Bitcoin, qui disent n'importe quoi avec parfois des études scientifiques, qui utilisent des indicateurs absurdes en disant l'indice carbone par Bitcoin, enfin des choses qui n'ont aucun sens. C'est pas tout vert non plus, c'est ça que tu veux dire. Et finalement, je ne trouve nulle part de gens qui essayent de regarder honnêtement cet entre-deux parce qu'aussi on manque de données. Tu vois. Les mineurs n'ont pas intérêt non plus à dire exactement où ils sont, combien ils minent, comment. Et je trouve que nos pouvoirs publics là-dessus font pas encore un travail assez approfondi, quoi. C'est-à-dire de communiquer, de pédagogie sur ce genre de sujet ou à miner du Bitcoin sur des surplus? Alors, les deux. Je pensais pas au deuxième point, mais c'est vrai que ça pourrait être fait. Non, mais je trouve que c'est un sujet qui est utilisé de manière hyper démago. En fait, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'agenda politique, des idées qu'il y a vraiment derrière. En fait, tu pourrais bosser dans le sujet en disant... alors, bon, en Europe, il se trouve qu'on n'a pas beaucoup de mineurs, mais il y en a quelques-uns quand même. On pourrait très bien se dire, ok, on va aller à la rencontre des mineurs, on va voir comment ça se passe. On va se dire, ok, peut-être que c'est une activité spécifique, peut-être qu'on devrait avoir des déclarations sur les sources d'énergie. On essaye de voir si effectivement c'est bénéfique ou pas pour l'environnement, et ensuite on avance et on voit s'il faut réguler ou non. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y en a pas en Europe. Donc, enfin, très peu. Il y en a dans le nord de l'Europe, en Norvège, Suède, Finlande, mais au final, un journaliste français qui veut visiter une ferme de minage en France, ça va être compliqué. Très compliqué. Ouais, il y en Alors a, qu'aux États-Unis, il y a quelques acteurs, mais ils sont tout petits. Ouais, voilà, ils sont petits. Je t'ai poussé sur l'aspect écologique. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais en tête sur justement ce genre d'idée qui est répétée, rabâchée dans l'écosystème crypto ou même d'évolution du secteur, hyper-bitcoinisation, écologie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où toi, tu as un avis contraire? Non, pas trop. En fait, je trouve que le secteur n'est pas non plus complètement unanime sur des sujets, mais c'est vrai qu'on a tendance à se réjouir de choses qui sont parfois contradictoires avec l'idéologie qu'on peut avoir au départ. Toi, tu parlais des ETF tout à l'heure et du fait que la finance traditionnelle s'empare des sujets crypto. Ah, tu vois, un vrai bitcoiner, est-ce qu'il est content que Forge ait eu son agrément PSAN ? Je pense que soit ça le concerne pas, soit il est pas content. Mm-hmm. Mais donc j'ai pas l'impression qu'on ait un secteur qui avance que dans un sens, qui ait qu'une seule conviction. Je pense qu'il y a des gens qui sont très pragmatiques, qui sont très contents que ça se développe, qu'il y ait des emplois et qu'on fasse du business. Et puis d'autres qui sont là dans des convictions et une idéologie qui font qu'ils sont pas forcément ravis d'ailleurs de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Ça me fait un peu penser à certains bitcoiners. Alors ils se sont pas réjouis, mais qui ont félicité à mon avis le positionnement de la SEC contre certaines altcoins. Enfin par exemple l'annonce d'XRP et de dire voilà, on leur a tapé dessus. Enfin il y a vraiment une décision de justice. Justement, qu'est-ce que tu en penses de cette position, de tout ce qui est en train de se passer, les dramas aux US sur la réglementation, la décision de justice sur le cas Ripple? Est-ce que tu as une grille de lecture là-dessus? Alors, cette décision de justice, alors je ne l'ai pas lue en détail, mais elle est quand même assez ambivalente pour moi, parce qu'à la fois, elle est en faveur de Ripple. D'ailleurs, on a vu le prix qui est bien monté ensuite. Et en même temps, elle a quand même l'air de considérer que Ripple est plutôt proche d'une security aussi sur certains aspects. Tout à fait. Il y a plusieurs, c'est ça, on peut lire entre les lignes dans la décision. C'est très étrange en fait comme décision, donc on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On a l'impression presque que les juges n'ont pas vraiment voulu trancher. Parce que en gros, si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, c'est que le juge a considéré que la vente des XRP aux institutions était considérée comme un contrat d'investissement, mais pas la vente à travers les plateformes d'échange. C'est ça. Donc finalement, il y aurait une distinction en fonction du client final ou du distributeur. Moi, mon sentiment finalement derrière ça, c'est que on est dans des sujets qui sont tellement politiques maintenant aux États-Unis, avec la SEC qui est quand même sous le feu des projecteurs, que le juge n'a pas non plus voulu prendre une position extrêmement claire
parce que ça aurait fait jurisprudence et que ça aurait derrière déclenché un tollé et plein d'autres problèmes. Donc finalement, ils ont fait une espèce de distinction sur le client final ou le distributeur, alors qu'en réalité, ils auraient très bien pu se dire, en fait, Ripple est centralisé, donc à un moment donné, on va se regarder dans la glace, on va se dire les choses, quoi. Exactement. Mais moi, de ce que j'ai compris et mon interprétation de la chose, c'est que, en gros, XRP était bien un securities, sauf que là, le procès était contre Ripple et le juge a dit vous êtes coupable d'avoir vendu des XRP aux institutions, sauf que vous n'êtes pas responsable de les avoir vendus au retail parce que ça, c'était la responsabilité des plateformes d'échange. Mais ça ne veut pas dire que XRP n'est pas une securities, c'est juste que là, il y a eu un intermédiaire. Mais finalement, le signal marché est quand même resté très positif derrière. C'est ça parce que les gens n'ont pas compris, à mon avis. Oui, c'est vraiment. C'est peut-être ça. C'est ça. Mais en tout cas, tu vois, derrière, il n'y a pas eu du délisting de XRP de la part des plateformes. Au contraire, ils l'ont relisté. Ils l'ont relisté. donc finalement, soit personne n'a compris le jugement, soit le jugement n'était pas très clair. Ouais. Je pense que c'est plutôt l'option B. Voilà. Mais... Donc après, ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez révélateur finalement d'une bataille entre un secteur et un régulateur. Qui lui considère que c'est au secteur d'entrer dans les lois existantes et le secteur considère que c'est au régulateur de faire son job et de clarifier les choses. Mais c'est quand même intéressant parce que ça, pour le coup, c'est un truc auquel moi je m'attendais pas du tout. Et moi, j'imaginais que les États-Unis allaient continuer à prendre le lead sur le sujet et qu'ils allaient être très pro-business et qu'à un moment donné, il y allait avoir une clarification, mais que ça allait se faire gentiment. Et en réalité, ça se fait pas du tout gentiment. Et je suis assez surprise positivement du fait qu'on ait en Europe une attractivité importante pour les plateformes d'échange. Alors ça se fait parfois au détriment de certains acteurs nationaux européens, ce qui est dommage. Mais ça reste quelque chose de positif d'avoir des grosses plateformes qui viennent en Europe. Comment tu vois, parce qu'il y a quand même un projet de loi aux États-Unis, la Loomis Galibrand, qui est en cours de revue, je ne sais pas où ça en est, mais qui pourrait court-circuiter complètement MiCA 2. Alors attends, pardon. MiCA et tout le package MiCA, mais en gros, ce package européen dont tu parles qui favorise aujourd'hui éventuellement la migration d'entreprises américaines en Europe, ce package-là de Lubris Galibrand, je crois, c'est ça le nom des deux sénatrices qui posent, mais en gros, ça serait, ça mettrait enfin un cadre relativement clair, ça sortirait toutes les cryptos quasiment du package Securities. Donc, t'as pas trop suivi cette partie-là? Non, j'ai pas suivi, mais c'est peut-être assez récent. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de projets de loi en fait qui essaient d'émerger pour clarifier le secteur. Qui vont et qui viennent. Et finalement, il y a beaucoup de parlementaires qui essayent aussi de faire leur jeu là-dedans. Donc, je sais pas si ça a des chances d'être voté, mais si c'est le cas, je regarderai avec attention. Parce que l'idée, et on en discutait juste avant, c'est éventuellement, et comme je voyais les choses, c'est de réussir à mettre les anciennes plateformes des Goldman Sachs, des JP Morgan ou les anciens acteurs de la finance traditionnelle et de dire aux Coinbase, Kraken, Binance, CoinHouse, Premium, etc., enfin en l'occurrence en Europe et aux États-Unis, mais vous êtes gentils, vous avez bien joué, mais maintenant ce secteur il commence à être relativement juteux et intéressant et on va mettre nos potes à la place. Calmez-vous, faites-vous racheter, quoi. C'est ça exactement. Tu partages plus ou moins cette analyse? Complètement. En fait, quand on regarde la manière dont les réglementations financières crypto sont faites, elles sont faites pour ressembler aux réglementations financières habituelles. Donc, elles sont faites pour les acteurs financiers traditionnels. Moi, mon sentiment, c'est que les régulateurs, mais en Europe, aussi aux États-Unis, un peu partout, seraient rassurés si finalement c'était leurs interlocuteurs habituels, du genre les grandes banques, qui prenaient ces sujets, parce qu'au moins ils sauraient que les sujets seraient pris correctement et avec sérieux, et que ces acteurs auraient l'habitude, il y a des juristes, il y a des grands départements qui savent gérer tout ça, alors que finalement les acteurs crypto pure player, parfois c'est des mecs bizarres en tongs qui bossent dans leur garage et on comprend pas ce qu'ils font et ils parlent avec des termes techniques qu'on comprend pas. Donc je pense que ça serait très rassurant pour les régulateurs que ce soit des grandes banques bien installées, des sociétés qui prennent générales, ces sujets et en plus ils les prendraient à la vitesse habituelle. C'est-à-dire qu'ils n'arriveraient pas demain matin en disant les gars on va faire un stablecoin algorithmique, on va tout disrupter, merci de nous faire une régulation adaptée. Non, ils arriveraient gentiment en disant on voudrait expérimenter sur de la tokenisation, sur du delivery versus payment, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une sandbox?
Donc, L'AMF dirait je reviens vers vous dans 8 mois, il dirait ok. Exactement. Et donc c'est très confortable en fait ce rythme-là pour les régulateurs et donc c'est normal. Je pense pas qu'il y ait un grand complot des régulateurs pour se dire il faut que ce soit les grandes banques qui prennent le sujet. Mais je pense qu'il y a une forme d'habitude et d'envie et de confort à ce que ce soit leurs mêmes interlocuteurs qui prennent ces sujets-là plutôt que des pure players qui sont dans une culture un peu différente. Ouais, mais de ce que j'entends, tu es quand même relativement bullish sur l'Europe, sur les prochaines années. Enfin, sur la croissance du secteur ici, même si on n'a pas de stablecoin par contre, mais sur les entreprises, tu vois l'Europe comme un pôle d'innovation et rattraper son retard par rapport aux États-Unis. Alors en tout cas, la dynamique des 6 derniers mois, elle est clairement favorable à ça. Après, est-ce que ça va durer tu vois, j'en sais rien. On peut très bien avoir demain la SEC qui se réveille et qui arrête de faire n'importe quoi et les États-Unis qui se reprennent. Ou on peut très bien avoir des mauvaises nouvelles en Europe avec de la traçabilité des portefeuilles non hébergés, des choses comme ça. Donc tout est possible, mais en tout cas, la dynamique actuelle, elle est plutôt favorable à l'Europe. Et perso, je suis assez bullish parce que je vois beaucoup de choses qui se construisent. Je vois beaucoup de projets. Alors, je vois aussi beaucoup de boîtes qui sont plutôt en difficulté parce que c'est le bear market. Mais c'était aussi le cas dans le bear market précédent. Donc la réalité, c'est juste qu'il y a plus de boîtes aujourd'hui, donc c'est plus impressionnant parce que quand il y a un plan de licenciement, il y a plus de monde qui est mis dehors. Mais finalement, en proportion, je suis pas sûre que ce soit un bear market beaucoup plus dur. Toi qui as l'expérience. La dernière fois, c'est juste que forcément tous les acteurs sont plus gros. Il y a plus d'acteurs et donc en pourcentage, en proportion. C'est pas celui qui t'a fait le plus mal, toi, psychologiquement et dans les convictions, etc. Après toutes ces années, non. Non, pas tant que ça, parce que c'est vrai que du côté des grandes entreprises, moi je vois beaucoup de choses qui bougent. Plus finalement que dans le dernier bear market, où les entreprises n'avaient pas encore eu le temps d'acquérir des convictions. Finalement, là, dans ce bear market-là, il y a toujours des gens dans les grandes boîtes qui sont très convaincus. Alors, ils galèrent beaucoup plus, mais il reste toujours des gens très convaincus. Et donc, ça continue à avancer. Alors, peut-être que, voilà, au lieu de faire un produit structuré sur Bitcoin, on va faire de la tokenisation immobilière, mais globalement, ça continue à avancer. La crypto n'est plus un gros mot. Là, on parle de l'adoption des entreprises, adoption des particuliers. Est-ce que tu as un avis sur l'intermédiation et qui va se positionner entre tes cryptos et toi? Et c'était le service Ledger Recover qui a fait le drama. Est-ce que c'est dans quelle direction, dans quel camp tu te places? Est-ce que tu es un Bitcoiner et Ethereum sur sa clé Ledger et puis et personne pour contrôler mes 12 à 24 mots, ou bien il faut faire certains compromis pour qu'il y ait la mass adoption qui arrive? Alors, non, mais je vais revenir au pragmatisme. Moi, je sais ce que j'aimerais. Et effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait de la self-custody. Tout le monde garde ses clés sans intermédiaire. Pas partout, mais en tout cas, en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait une acculturation au numérique beaucoup plus large. Et donc, ça c'est le cas sur les cryptos, mais tu vois, on pourrait aussi dire de l'acculturation numérique sur de l'usage de ces données sur Internet, sur, j'en sais rien, la gestion des mots de passe, sur de la cybersécurité, sur l'utilisation de systèmes d'exploitation, ce genre de choses. Et je trouve que la culture numérique dans notre société est quand même très faible. Et ça se voit forcément sur la crypto parce que les gens sont tentés d'utiliser beaucoup plus facilement des plateformes d'échange que des ledgers et de la self-custody. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une culture numérique beaucoup plus approfondie, beaucoup plus répandue, et donc qu'on ait la self-custody beaucoup plus répandue. Mais évidemment que je ne suis pas pour une obligation à la self-custody. Et si je suis un peu réaliste, je n'ai pas l'impression qu'on s'oriente en tout cas vers ça. Et j'ai plutôt l'impression qu'on a de très gros acteurs centralisés qui sont quand même bien en place et qui vont proposer des solutions de portefeuille dont ils vont avoir les clés. Et je ne suis pas sûre que l'adoption se fasse par les portefeuilles type MetaMask ou autres, qui en tout cas aujourd'hui sont encore trop compliqués d'un point de vue expérience utilisateur. Alors, je sais qu'il y a plein de discussions sur le count abstraction, sur les smart contract wallets, qu'il y a beaucoup mais c'est surtout sur la responsabilisation, en fait. Et moi, la plupart des gens à qui je parle, par exemple, CleanSat Mining, on n'a pas de compte en banque, on est 100% crypto. Toutes les transactions qu'on fait, on a une responsabilité, parfois des montants relativement élevés. C'est-à-dire, là, si je me trompe d'un numéro à la fin, il n'y a pas à rappeler le virement ou appeler la banque, il y a une erreur, etc. Mais parce qu'aujourd'hui, la manière dont t'es fichu, tu vois, le Web3, l'Internet décentralisé tel qu'il est, c'est pas quelque chose de simple à gérer. Et c'est pour ça que tu as peur de te tromper aussi, parce que les interfaces, elles sont pas si simples, parce que les adresses, tu as toujours peur de faire une erreur dans ton copier-coller.
parce que tu as tes 12 ou 24 mots, est-ce que tu les mets sur un post-it, ou est-ce que tu mets le post-it, est-ce que tu divises le truc, enfin, tout ça est quand même pas très simple, mais si demain on a une expérience utilisateur qui s'améliore largement sur ce type d'outil, avec, je sais pas, une facilité pour avoir des gardiens, avec des alertes dans ton application s'il y a des suspicions d'erreur, des choses comme ça, en fait, ton sentiment de responsabilité, il va te faire moins peur, il va diminuer parce que tu auras quand même l'impression que c'est plus simple, que tu es quand même un peu assisté, même si tu n'as pas de, tu vois, de service Tu client gardes derrière. toujours le contrôle sur ton argent, mais on t'aide, on t'accompagne. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus qui ne sont pas du tout prêtes aujourd'hui et que ça, c'est un énorme frein à l'adoption. Merci beaucoup, Claire. De rien. Merci à très bientôt. À bientôt.